Bonjour à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo hors box très particulière sur le développement personnel. Et pour cela, je voulais te présenter un livre qui est pas mal du tout, c'est Le pouvoir de l'habitude. Un livre de Charles Duhigg, reporter pour le journal New York Times. Ce livre, il nous annonce comment se créent les habitudes et comment elles ont une répercussion dans nos vies. Ce livre commence avec une phrase percutante du philosophe William James qui déclare que nos vies sont une accumulation d'habitudes. En somme, des centaines d'habitudes influencent nos journées et nous guident tout au long de notre vie, de manière positive ou négative. Elles nous guident dans notre façon de nous habiller et dans la façon dont nous parlons aux gens. Elles nous influencent dans le choix de ce que nous mangeons et dans notre préférence à faire du sport ou à rester dans le canapé à regarder la télé. On pourrait croire que dans la vie, nos choix de tous les jours sont le produit de prises de décision mûrement réfléchies, mais selon des sources de chercheurs de la Duke University en 2006, un peu moins de la moitié de nos actions quotidiennes, plus précisément 40% de nos actions quotidiennes sont dues à des habitudes. En somme, 40% de nos actions se font machinalement, sans qu'on ne le sache, indépendamment de la réflexion ou de la volonté. Dans ce livre, nous apprenons que les habitudes sont constituées de 3 étapes. Ces 3 étapes forment une boucle, ce qu'on appelle la boucle d'habitude. La boucle d'habitude se constitue donc de 3 étapes. Le signal, la routine et la récompense. La boucle du fumeur, ce serait par exemple d'être en pause, sentir l'odeur de la cigarette. La routine serait de prendre son paquet de cigarettes, de prendre une cigarette et de l'allumer. La récompense serait le shoot de nicotine et aussi le côté sociable de la cigarette, le fait d'être en pause avec ses collègues et de parler de tout et de rien. Je pourrais donner aussi la version plus positive, pour le corps du moins. Le signal par exemple serait l'envie de se dépenser. La routine serait l'action dans la salle de boxe, c'est-à-dire frapper sur le sac de frappe ou faire du sparring et autres. La récompense serait le fait d'avoir accompli par exemple de bonnes actions durant l'entraînement. Le shot d'hormones que votre corps vous procure lors de vos séances. Et aussi le côté sociable, être avec ses frères d'armes. Charles Duhigg évoque des expériences qu'a pu faire l'Institut de technologie du Massachusetts. Des chercheurs ont effectué des tests sur des rats de laboratoire en leur imposant une routine, celle de parcourir un labyrinthe en forme de T pour y récupérer une récompense, un morceau de chocolat. À chaque début d'expérience, les rats furent bloqués par une porte qui s'ouvrit avec un bruit sonore, un clic, pour leur permettre par la suite de parcourir ce labyrinthe. Ce bruit sonore, ce clic, fut le signal de cette boucle d'habitude. Lors des premiers parcours de ces rats dans ce labyrinthe hanté, les chercheurs qui avaient mis des capteurs dans le cerveau de ces rats ont noté une grande activité cérébrale de ces derniers. Tout au long du parcours, les rats identifièrent la zone, grattèrent sur les murs et n'allèrent pas forcément vers la récompense. Toute cette grande activité cérébrale permirent aux rats d'intensifier leur attention sur le moindre danger. En rendant cette activité comme une habitude, c'est-à-dire le clic de la porte qui est le signal, le parcours du labyrinthe qui est la routine et la récompense qui est le chocolat, les chercheurs ont pu noter que le cerveau des rats se mettait peu à peu en autopilote, libérant de la ressource mentale pour leur permettre de l'utiliser pour d'autres tâches. L'activité cérébrale des rats baissait considérablement jusqu'à aller à un état de veille. En somme, l'activité cérébrale augmentait durant la récompense et durant le signal et baissait considérablement durant la routine, c'est-à-dire durant le parcours dans le labyrinthe. Les chercheurs ont appelé cette séquence où notre cerveau est en mode automatique le chunking. D'ailleurs, nous avons plusieurs chunks. Ces fameux chunks nous permettent d'effectuer notre routine en mode automatique. Ces chunks nous permettent, à force d'exécution, d'effectuer nos multiples routines en laissant de la ressource cérébrale à notre cerveau pour effectuer d'autres activités comme le fait de penser à ce qu'on va manger ce soir, de rêvasser et autres. Dans le livre, l'auteur nous donne des exemples de chunks comme le fait de mettre une noisette
le dentifrice sur notre brosse à dents, ou le fait de sortir dans notre place de parking, ce qui nous demande une grande activité cérébrale au départ, mais au fur et à mesure des exécutions, nous arrivons à faire cela rapidement, même en parlant à une personne à côté ou en écoutant de la musique. L'auteur nous donne aussi l'exemple de l'américain Eugène Pally, 70 ans, victime d'une encéphalie virale, un virus plutôt bénin, mais cette fois-ci, ce virus s'est introduit dans le cerveau de Eugène Pally, le rendant incapable de se souvenir de son âge, de récentes discussions ou d'autres faits récents aussi. Pourtant, ce dernier était tout à fait capable de se créer une habitude grâce à sa femme. Eugène était incapable de faire un schéma grossier de son domicile, mais il était tout à fait capable de sortir de son lit dès la sonnerie de son réveil, de descendre au rez-de-chaussée pour aller au frigo et prendre à manger, pour ensuite aller sur son canapé et regarder la télé. Le cerveau d'Eugène était en mode auto, une action tout à fait inconsciente de sa part qui était constituée de la fameuse boucle d'habitude, c'est-à-dire le signal qui était la sonnerie du réveil, la routine, le fait de descendre au rez-de-chaussée pour aller au réfrigérateur, prendre à manger, s'asseoir sur le canapé et regarder la télé, et la récompense, le fait de manger et de regarder la télé. Si on devait faire une synthèse de ce chapitre, pour effectuer une routine positive, c'est-à-dire par exemple parler correctement, manger sainement ou partir à la salle, il te faudra effectuer cette routine à maintes reprises pour qu'elle soit automatique. L'auteur raconte l'histoire de Lisa Anne, 34 ans, ex-fumeuse, ayant eu une vie tumultueuse et chômeuse traquée par les huissiers pour une somme de 10 000 $. Lisa Anne était participante d'un test scientifique sur de multiples toxicomanes en tout genre, comme d'anciens fumeurs, d'anciens boulimiques, accro-shopping et alcooliques. Lisa fut la préférée des scientifiques car cette dernière était parvenue à changer considérablement sa vie. Elle qui ne parvenait pas à rester à un emploi plus de 6 mois, était parvenue à garder un emploi stable. Elle réussit aussi à payer ses dettes, à devenir propriétaire et à perdre 28 kilos. Lors d'un sondage parmi tous ces participants, dont Lisa, les scientifiques ont pu noter que tous ces participants ont eu un changement de vie radical dans un court laps de temps. Cependant, malgré tous ces tests, les chercheurs ne sont pas arrivés à savoir comment ces ex-toxicomanes sont arrivés à se sortir de leur addiction respective. Lisa Allen explique que cette décision fut prise sur un coup de tête. Un mois auparavant, son mari la quitta pour une autre femme. Après une période de deuil et une phase où elle espionna tous les faits et gestes de la nouvelle compagne de son mari, allant jusqu'à la menacer au bas de sa porte sous l'effet de l'alcool, Lisa décida de changer d'air en se payant un voyage en Égypte, elle qui n'avait pas encore atteint le plafond de sa carte bancaire. Une journée passée en Égypte et Lisa décida de changer de vie. Pour cela, Lisa se concentra sur une habitude clé, c'est-à-dire la cigarette. Elle remplaça cette habitude clé par un objectif. L'objectif fut de revenir en Égypte dans 1 an pour parcourir le désert du Caire à pied. Elle qui ne pouvait pas l'effectuer à cause de son surpoids, cet unique objectif l'obligea à trouver d'autres habitudes essentielles pour ce projet, c'est-à-dire effectuer du footing pour trouver de l'endurance, pour perdre du poids, retrouver un travail pour avoir des fonds pour retourner en Égypte et aussi, surtout, arrêter la cigarette. En se concentrant sur une seule habitude négative, Lisa la remplaça par d'autres habitudes positives. Charles Duhigg nous apprend aussi comment le major de l'armée US est parvenu à canaliser la violence dans la ville de Koufa en changeant une habitude clé. Le major de l'armée américaine serait parvenu à mettre fin à de multiples émeutes de protestation en demandant au maire de la ville irakienne de Koufa de mettre tous les vendeurs ambulants de nourriture hors de la place où se passaient ces multiples émeutes. Après avoir filmé et analysé toutes ces émeutes dans cette place située près de la mosquée de Koufa, le major des forces armées des États-Unis a constaté que la foule située dans la place augmentait durant l'après-midi et que les vendeurs de nourriture ambulants apparaissaient généralement en début de soirée, juste avant les premiers jets de pierre, aux prémices du grossissement optimal de cette foule. En demandant au maire de mettre les vendeurs de nourriture hors de cette place où se passaient les émeutes, les émeutiers parvenaient à se réunir, mais ne trouvant pas de nourriture, se dispersèrent et rentrèrent chez eux pour y manger. L'habitude clé qui fut enlevée aux émeutiers fut le fait de s'alimenter
après avoir passé une grande après-midi dans cette place pour prendre quelques forces avant de manifester. Grâce à la suppression de cette habitude clé, le major de l'armée américaine est parvenu à en changer une autre plus intéressante pour lui. Il est vrai que la boucle d'habitude se constitue d'un signal, d'une routine et d'une récompense. Le désir est le noyau de nos actions. Pour créer une nouvelle habitude, il faut créer un nouveau désir, comme l'a pu le faire Lisa, qui avait la volonté de repartir en Égypte pour pouvoir parcourir le désert du Caire à pied. L'auteur donne l'exemple du dentifrice Pepsodent qui a changé la vie de millions d'Américains. Et en janvier 1888, Claude Clarence Hopkins, l'un des pionniers de la publicité moderne du XXe siècle, est parvenu à créer un nouveau désir autour du brossage de dents. Chose impensable auparavant. Hopkins fut appelé pour promouvoir et investir sur ce nouveau dentifrice qui était composé de 2 ingrédients inédits à l'époque. 2 ingrédients dont une huile essentielle de menthe permettait au client d'avoir une sensation de fraîcheur à la suite de son brossage et de picotement au niveau de la langue. Une sensation que les utilisateurs ont commencé à désirer. Le publicitaire a créé l'habitude du brossage de dents en cherchant la faille du client. Pour la première fois, un dentifrice était promu comme un produit de beauté, chose impensable auparavant. Recouvrant rapidement les villes américaines d'affiches Pepsodent avec de beaux sourires et un slogan déclarant « Passez votre langue sur vos dents, vous ne sentirez plus votre plaque dentaire ». Avec cette méthode, Hopkins changea les habitudes de millions d'Américains, passant de 7% d'utilisateurs de pâte de dentifrice à plus de 65% d'utilisateurs en quelques années. Avant ce matraquage publicitaire, les Américains ne prêtaient pas attention à leur plaque dentaire. Hopkins créa une nouvelle habitude en plaçant comme signal la plaque dentaire et la mauvaise haleine. La routine fut le brossage de dents et la récompense fut la bonne haleine et le fait d'avoir des dents lisses. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, Du Hing parle aussi du phénomène fébreze qui est très intéressant. Si on doit faire le bilan de ce livre, on comprend qu'on peut créer une nouvelle habitude en changeant un signal ou en changeant une routine grâce à un désir de changement. D'ailleurs, vous pouvez créer de nouvelles habitudes en effectuant des signaux forcés. Une chose que j'avais l'habitude de faire lorsque je n'avais pas de compétition et que j'avais la flemme de courir, c'était d'effectuer un signal forcé. Ce signal forcé était, par exemple, à chaque fois que j'arrivais chez moi, je me forçais à m'habiller en tenue pour courir, donc toute la panoplie, ainsi que des écouteurs où je mettais du son hip-hop, bien motivant pour me mettre dans la situation habituelle pour courir. Grâce à ce signal forcé, j'effectuais ma routine qui était de courir. J'avais aussi ma récompense, la satisfaction d'avoir couru et aussi le shoot d'hormones bénéfiques que procure le corps. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé ce petit résumé. Je voulais dire aussi que je me suis beaucoup inspiré d'un YouTuber qui s'appelle Rage, qui a une chaîne qui s'appelle Autodisciple, qui est très intéressante. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller. J'espère faire d'autres vidéos comme ça. D'ailleurs, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça. N'hésitez pas aussi à visiter la boutique Ricans dont je vends des équipements de boxe. D'ailleurs, je remercie toujours les personnes qui me soutiennent via les achats, via cette boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ricans. Continuez à me suivre. Ciao, ciao.